bienvenue à vous et aujourd'hui on file aux États-Unis. Dans une semaine pile, les Américains se rendront aux urnes pour élire là ou le successeur de Joe Biden, alors que Donald Trump a poussé l'outrance encore plus loin avec son meeting dimanche soir à New York, alors que Kamala Harris rameute les soutiens people autour de sa candidature, on annonce un résultat serré, voire très serré au moment du dépouillement. Alors comment se passe cette dernière semaine de campagne? On en parle avec Hélène Kunz. Bonsoir à vous. Bonsoir. Alors, vous êtes professeur à l'INSEC Paris, auteur du livre Portrait de VIP, l'incroyable histoire de Kamala Harris, publié aux éditions Librinova. Alors, avant même le vote du 5 novembre, on parle déjà de contestation de la part de Trump s'il perd. Hier, des urnes électorales ont été brûlées dans l'État de Washington. Est-ce que, d'après vous, cette dernière semaine de campagne, elle est finalement à l'image de cette campagne dans sa totalité, c'est-à-dire violente? Violente, terrible, mais avec toutefois un petit élan d'espoir là, et peut-être de joie grâce à Kamala Harris. Je trouve que, par exemple, le FBI est dessus pour le problème des urnes brûlées. Et là, on peut imaginer que les Américains votent massivement. Ouais. Ça va changer de 2020. Où il n'y avait que 60% des personnes éligibles à voter qui l'ont fait réellement. Est-ce que ça vous a quand même étonné de voir le niveau de violence? Parce qu'on a parlé que de ça, de l'extérieur. Nous, on est en Europe, oui. On voit ça, on ne voit que ça, que de la violence quand même. Donald Trump s'est quand même fait tirer dessus en meeting. Oui. Kamala Harris aussi a reçu voilà, des insultes en permanence, elle lui répond. Est-ce que ça vous a quand même étonné de voir ce niveau de violence dans ce pays? Malheureusement, non, au vu des enjeux. Donald Trump a eu un adversaire qui était Joe Biden. Et subitement, cet adversaire est parti. Voilà, il s'est mis en retrait pour laisser la place à une femme elle a beau être sa colistière et la vice-présidente en exercice depuis 3 ans et demi. Elle n'est pas forcément très connue. Elle n'était pas connue comme étant charismatique. Et donc, son arrivée sur la scène médiatique cet été devant tout le pays, c'était un risque incroyable pour le Parti démocrate. Pour l'instant, en tout cas, elle réussit son coup. Est-ce que Kamala Harris, on la voit, elle répond coup pour coup à Donald Trump? Oui. C'est-à-dire qu'elle dit que c'est un vieux monsieur, finalement, à l'inverse de la tendance. Elle dit que c'est un fasciste, comme lui, voilà, comme aurait dit un proche de Donald Trump. Mais est-ce qu'elle a raison, finalement, de s'abaisser au niveau de Donald Trump? Quand lui l'insulte, elle répond par l'insulte. Est-ce qu'elle a raison de faire ça? Alors, pardonnez-moi, je ne trouve pas que le mot fasciste est insulte, parce que ça parle de sa politique et sa vision du monde. Oui. Donc, ce n'est pas le même qu'une insulte très basse sur sa personne, sa personnalité. La question de l'âge, c'est intéressant. C'était plutôt Donald Trump. Ça paraissait très indécent, effectivement, de parler de l'âge. Quand c'était Joe Biden, c'était Donald Trump qui mettait constamment en exergue son âge, l'âge de son adversaire, parce que Joe Biden, il est frêle, ayant à peu près le même âge que Trump. Donc, c'est un peu le karma de Trump que maintenant, c'est lui le plus vieux candidat de tous les temps. Ah, oui. Donc, parler, par exemple, qualifier Donald Trump de fasciste, elle ne le fait pas gratuitement. C'était tout d'abord des alertes des membres de son cabinet, son propre cabinet à Trump. Son ancien chef de cabinet, John Kelly, c'est toutefois un général, Mike Milley, qui était chef des armées. Ce sont des personnes vraiment qui ont tiré la sonnette d'alarme sur Trump, et c'est eux d'abord qui ont pris ce mot fasciste. Alors, rapidement, hier, Kamala Harris était dans le Michigan pour un meeting, et elle a été interrompue par des manifestants pro-palestiniens. Est-ce que ce dossier israélo-palestinien et ses électeurs qui s'abstiennent, eh bien, ça peut jouer contre elle? Je ne suis pas sûre. Vous savez, on arrive à hiérarchiser tous les sujets qui préoccupent l'électorat. Et bon, c'est un peu le propre de l'électorat américain, mais les questions de politique étrangère arrivent en 8e, 10e, 12e position. Ce n'est pas la préoccupation principale. D'accord. Même si, quand même, dans le Michigan, on sait qu'il y a une communauté plus importante, très attentive à ce qui se passe en Palestine. Tout à fait. Ils peuvent, comme vous le dites fort bien, s'abstenir. Ça ne les empêche pas de voter pour les autres postes, parce qu'on vote pour tout plein de personnes le jour J de l'élection aux États-Unis. Mais effectivement, je pense qu'il y a d'autres communautés qui vont quand même la faire gagner. C'est noté en tout cas. Merci beaucoup, Hélène, que vous êtes venue nous parler à une semaine du vote aux États-Unis.